d'achat à Grenoble. Il a fait l'essentiel de sa carrière auparavant chez Schneider Electric. Il a rejoint GEM en 2005 en tant que responsable pédagogique du master spécialité achat. Il a complètement refondé, mais de toute façon, je vous laisse la parole et puis on se retrouve tous à ensuite pour un cocktail dans le hall. Bonne soirée. Merci. Bien. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je suis très content de vous avoir tous parce que d'abord je reconnais beaucoup de gens dans la salle que j'ai vus dans le passé, même précédemment, et surtout maintenant dans nos différents masters de chaque année. Et ça fait plaisir de les revoir parce qu'ils ont tous évolué dans des carrières qui sont assez brillantes. Et j'en suis fier. Ce soir, je vais vous présenter, alors vous ne tiendrez pas trop rigueur parce que ce soir, c'est ma première présentation dans ce nouveau format. Et ce nouveau format, pour moi, c'est l'avenir vraiment de la fonction achat telle que je la conçois moi, avec un certain nombre de mes collègues de Grenoble École de Management. Et nous avons travaillé avec donc la chaire Digital Native, qui est une chaire en collaboration entre Grenoble École de Management et Orange. Et dans cette chaire, les sujets qui étaient abordés à l'origine n'étaient pas forcément des sujets achats, c'était plutôt des sujets sur le développement des nouveaux concepts, du digital natif. Et puis finalement, à force d'en parler et à force de regarder, on s'est aperçu que la fonction achat était totalement intégrée dans le changement et qu'il fallait aussi quelque chose. Donc ce concept, on l'a développé. Je vais essayer de vous présenter quelques résultats ou quelques brimes de résultats des premiers travaux qui ont été faits sur la nouvelle fonction achat telle qu'on pourrait la concevoir dans quelques années. Alors, d'abord, il faut faire un point assez important. La fonction achat est intégrée dans une entreprise, ça vous le savez, dans un système, mais elle est surtout intégrée dans un business model. Et aujourd'hui, tous ces business models sont en train de changer parce que les entreprises sont toutes en train de changer. On a plusieurs notions du changement, mais aujourd'hui, si on prend les notions des CAC 40, les entreprises que l'on mesure dans le CAC 40, elles sont toutes dans une réflexion, à savoir que serais-je dans 20 ans, ou que serais-je dans 30 ans, dans mon métier, ou voire même dans le métier qui n'est pas aujourd'hui le mien, mais qui le sera peut-être dans 30 ans. Simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, et on va le voir tout au long de cette présentation, que les organisations vont aussi changer. Et vous verrez que ces organisations vont changer par le fait du digital et de la notion aussi de culture qui se digitalise de plus en plus, de la donnée aussi. Et puis aussi les business models vont changer par les intégrations d'autres business que l'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui viennent prendre partie ou sub-partie d'une partie des activités qui se font aujourd'hui. Donc on va parler un peu de tout ça. On va aussi voir que dans ces systèmes de changement, il y a le changement aussi du comportement, et puis il y a aussi quelque chose qui arrive aujourd'hui, qu'on a beaucoup parlé, mais qu'on ne sentait pas beaucoup, mais aujourd'hui on le voit arriver de plus en plus, c'est le changement de génération. Avec des générations qui ont vécu et qui démarraient avec une grande bulle qui s'appelle aujourd'hui Internet, mais qui ont des concepts totalement différents sur l'approche du générationnel et aussi sur l'approche des organisations. On parlera aussi un peu d'un certain nombre de métiers qui sont totalement en train de changer et qui verront le jour aussi dans plusieurs années, d'autres métiers, et on verra cette fonction achat, comment elle s'intègre, elle s'interfère entre tous ces métiers qui sont en train de changer. Et puis, qu'est-ce que nous allons devenir, nous qui sommes dans cette fonction. Alors, on ne parle pas que de la fonction achat qui se développe aujourd'hui, ou qui s'est développée, pardon, qui se développe aujourd'hui, dans le système économique et dans le système industriel que l'on connaît bien, mais on parle aussi de la fonction achat qui se développe, par exemple, dans le système de la santé publique.
dans le système des régions, dans le système aussi du conseil, et ainsi de suite, et qui, eux, sont en train aussi totalement de changer. Et celui qui a vraiment énormément changé depuis de nombreuses années, enfin quelques années, pardon, c'est le système de notre santé publique, dû au fait que nous devons apporter à cette santé publique, nous devons, je dis toujours, sauver notre système de santé publique, et si nous devons le sauver, c'est que nous devons aussi le sauver par le fait d'une restriction budgétaire et des économies que nous devons faire sur le coût de la santé publique au fil du temps. Donc on verra un peu tout ça. Je vous parlerai plus précisément du modèle économique qui se développera plutôt dans le modèle industriel, mais on parlera aussi un peu de la santé. Alors, les nouveaux business models, quand on regarde de plus près les nouveaux business models, on a ces nouveaux business qui arrivent et qui font que les sociétés arrivent devant un certain nombre de points qui sont ce que j'ai appelé, moi, la théorie des 3J. Cette théorie des 3J sont des entreprises qui arrivent devant un certain système et qui, comme je vais dans le mur, comme Kodak se prend un beau mur dans la figure, surtout que Kodak était le précurseur des appareils numériques et qui n'a pas fait ce virage du numérique au moment. Donc ils se sont pris le mur du numérique, ils ont déposé un certain nombre de brevets qu'ils n'ont pas exploités, et malgré tout ça, Kodak est resté Kodak, et Kodak est devenu la société que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquement rien, et totalement dépassé par le système donc du numérique. Pour quelles raisons on peut analyser ce système de prise dans le mur? Tout simplement parce que une certaine partie de l'entreprise de Kodak n'était pas certain que ce qu'une autre partie avait pu imaginer aurait pu prendre le pas sur la pellicule et ainsi de suite. Noir et blanc. Vous avez la même chose avec les CD, avec le vinyle qui s'est produit, mais là, un certain nombre de personnes ont pris le pas dessus et des sociétés s'en sont sorties, mais Kodak ne s'en sort pas et continue. Il y a le deuxième style d'entreprise qui est donc, excusez-moi, dans la société Kodak, la fonction achat a dégringolé à cause de ce mur qu'ils viennent de prendre. Tout simplement parce que, ils n'ont pas été emportés avec l'innovation et ils sont restés sur des pôles qui étaient des pôles industriels classiques et qui se sont détruits au fur et à mesure que la pellicule n'existait plus. Il y a aussi l'autre théorie qui dit « j'attends de voir ». Il y a des sociétés qui sont là, qui voient arriver le mouvement qui change et qui abandonne un certain nombre de principes et qui dit « écoutez, moi j'attends de voir pour voir comment ça se passe ». Et ces sociétés-là ont aujourd'hui pris un certain nombre de retards ou ont rattrapé des retards. J'ai mis en exemple tout simplement les 3 sites parce qu'ils ont eu un état à un certain moment qui a coûté cher. Qui a coûté cher surtout à l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, mais qui a coûté cher aussi en termes de personnel, parce qu'il y a eu un certain nombre important de licenciements, simplement parce que cette société n'a pas réagi au bon moment, ainsi de suite. Donc les 3 Suisses aujourd'hui ont eu un phénomène de réaction qui a coûté énormément à l'entreprise et qui a eu du mal à reprendre, ainsi de suite. L'impact sur la fonction achat, c'est qu'à un certain moment, cette fonction achat, et j'en ai discuté avec un certain directeur 3 Suisse, disait « mais nous ne savons plus où nous allons. Nous ne savons plus quoi faire. Parce qu'on n'a pas de restriction, on n'a pas de possibilité de s'exprimer correctement dans l'innovation et tout ça, parce que notre société, elle se cherche. Et comme elle se cherche, nous, on est là, on suit, et on ne sait pas comment faire. Donc, les 3 Suisses ont à un certain moment pris un virage et semblent, par ce virage, s'être sauvés, alors on dit temporairement pour certains, mais plus longuement pour d'autres, ainsi de suite. N'empêche que tout a changé chez eux, puisque maintenant, la grande diversité des 3 Suisses, vous savez, c'était la grande force des 3 Suisses, c'était le catalogue, avec
vous commandiez, vous receviez votre colis par la poste, ainsi de suite. Or, aujourd'hui, la grande modification de tout ça, c'est que tout se passe par Internet et que les fonctions achats ont réadapté complètement le système d'approvisionnement de leur système et surtout les contrats et la méthodologie d'approche vis-à-vis de leurs fournisseurs et vis-à-vis aussi de leurs clients qui étaient des clients internes. Les délais ne sont plus du tout les mêmes, la gestion de stock n'est plus du tout la même, la gestion de la donnée informatique n'est plus du tout la même. Donc aujourd'hui, il y a tout un travail de fond qui est fait et les acheteurs ont changé de métier aujourd'hui, puisque ce sont à peu près tous des gestionnaires de données et non plus des personnes qui vont à la rencontre des fournisseurs et qui vont donc discuter avec eux. Et puis il y a le troisième, c'est celui qui anticipe. Alors je sais que parmi le public, il y a des gens qui travaillent dans les lunettes, et c'est un des points particuliers que l'on a travaillé en recherche avec la chaire, c'est comment est en train de changer ce métier de fabricant de lunettes. Alors déjà, ils ont eu une petite problématique, c'est qu'on a pu personnellement acheter ces lunettes en dehors du magasin du fabricant de lunettes qui est à côté de chez moi, mais d'autant plus, on est parti dans d'autres pays où les coûts sont nettement moins chers et où on peut avoir des lunettes, alors bien, pas bien, ça c'est encore un sujet. Or, aujourd'hui, il y a encore une autre vague qui arrive, puisque aujourd'hui, il y a certains fabricants de lunettes qui imaginent que la fabrication des lunettes puisse se faire chez vous, complètement à la maison. Il suffirait d'avoir une imprimante 3D à la maison et vous pourriez faire vos propres lunettes, tout simplement en ayant les dispositifs qui font que ces lunettes vont vous permettre de les changer tous les jours, de les fabriquer chez vous. Donc, ça existe déjà, c'est en essai parmi certains fabricants de lunettes qui disent demain matin, notre métier ne sera plus de fabriquer des lunettes, mais donner les moyens à mon client de fabriquer ses propres lunettes. Et à l'intérieur de chez lui, il n'aurait plus qu'à fabriquer en recevant le matériel que je lui envoie, et lui fabriquerait ses propres lunettes. Donc vous voyez que tous ces métiers-là, toutes ces fabrications-là font qu'aujourd'hui, ces sociétés qui anticipent ou qui vont dans le mur ou qui attendent avant de faire quelque chose, se posent beaucoup de questions. Et en se posant beaucoup de questions, ça pose aussi la question de la structure de l'entreprise. Et lorsque l'on parle de structure de l'entreprise, on parle aussi de la structure d'un certain nombre de personnes qui travaillent dans cette entreprise. Et pour nous, puisque c'est le but de notre discussion ce soir, c'est le monde des achats. Qu'est-ce que les achats vont faire dans cet environnement qui change? Quelle est leur possibilité, nous, aujourd'hui, si leur société est plutôt dans le mur, si elle attend ou si elle va anticiper? Est-ce que ce sont des organisations différentes? Donc tout ceci, ce sont des questions qu'on se pose et on va voir quelques réponses à ces questions-là dans la suite de ma présentation. Alors, dans l'état de la recherche aujourd'hui, le plus difficile, c'est de savoir se projeter à ce que deviendra notre fonction dans 5 ou 10 ans. Parce qu'on s'aperçoit que plus on va dans des sociétés qui sont plus ou moins avancées dans l'innovation, dans la création, et plus on a des difficultés à ne pas prévoir. Si on est moins avancé, là, on a des difficultés à prévoir. Donc, aujourd'hui, l'analyse que l'on fait autour de ces sociétés, c'est de dire, est-ce que mon business model est bon ou pas bon? Est-ce qu'il va changer? Et s'il va changer, comment va-t-il changer? Et c'est ça le plus difficile dans toutes les sociétés à chercher, c'est-à-dire, est-ce que mon business model va être le bon business model dans 5 ans, dans 10 ans? Et cette question,
influe directement à la réponse, est-ce que je dois évoluer ou pas évoluer? Est-ce que je dois changer ou pas changer? Sachant que le changement, on s'aperçoit que le changement risque d'être irréversible, parce que ce sont des changements profonds. Et ces changements profonds sont pratiquement irréversibles, c'est-à-dire qu'on engage vraiment la société dans des changements importants. Alors, on s'aperçoit aussi que dans le cadre de ces changements, on a des nouveaux entrants, ce que j'appellerais, ce qu'on appelle les barbares. Ça c'est un terme qui n'est pas nouveau, hein. Les barbares, dans les Grecs, c'était, on voulait dire, le barbare c'est celui que l'on comprend, qu'on comprend son langage, c'est des barbares. Donc, ces barbares ont déjà, eux, fait le changement. Et un des modèles de barbares, c'est-à-dire qui s'est attaqué à un modèle très important, puisque c'est l'automobile et la voiture électrique, c'est Tesla. Tesla, lui, s'est lancé dans un marché complètement dément en disant « moi, je vais faire la voiture de demain ». Complètement électrique, avec des concepts totalement différents, qui permettront d'avoir des voitures qui seront totalement autonomes, avec des activités fortes, et des voitures qui sont très très belles, c'est pas des voitures, qui auront une technologie d'avant-garde, innovante, voire même créatrice d'innovation et de valeur, et puis avec une approche de vente qui est différente aussi. Et tout ça dans le cadre d'un développement d'une société comme Tesla en forte croissance. C'est-à-dire que je dois mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir un concept différent, de la techno différente, de l'approche différente et une forte croissance. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'a fait Tesla. Il faut savoir que Tesla, aujourd'hui, a complètement revu les fondamentaux d'une création et du développement d'une voiture. Ce sont des concepts qui sont totalement différents, y compris dans les chaînes de montage, y compris dans ce que l'on appelle les approvisionnements et les achats. Et dans ce cadre-là, Tesla a complètement intégré tous les gens qui tournent autour de la voiture. Ça va du fournisseur au dessinateur, au concept de l'utilisateur, au concept du développement. Tout le monde est intégré autour. C'est-à-dire qu'ils ont intégré tout ça autour d'un projet. Et ce projet, aujourd'hui, fait qu'on a une voiture qui est très bien vendue, qui marche très très bien, avec un concept totalement différent. Dans le monde des achats de Tesla, le monde des achats, ce n'est pas des acheteurs. Le monde des achats, c'est des clubs, enfin, ils s'appellent en américain, mais en français, c'est des groupes de travaux qui imaginent les achats, comment on va les faire. Il n'y a pas d'acheteurs. Il n'y a pas d'acheteurs. Et ces groupes d'acheteurs, ces groupes d'imagination vont intègrent aussi des fournisseurs, intègrent aussi des particuliers qui sont des opérateurs, des personnes qui utilisent des voitures, ainsi de suite, pour imaginer comment on peut faire. Et la valeur économique de tout ça, vous me direz, mais bien sûr, mais quand on achète, bien, nous acheteurs, on regarde bien la valeur économique. La valeur économique, elle est donnée sur le besoin, mais dans l'ensemble de tout ce qui se fera, et tout ce qui donnera une valeur économique. C'est-à-dire qu'ils travaillent tous pour que la pièce qu'ils vont concevoir, acheter, fabriquer, voire même en interne on va le faire, est la meilleure au prix qu'ils ont besoin, et surtout la meilleure qui réponde au cahier des charges. Donc on verra tout à l'heure, leur organisation est une organisation totalement transverse, et non pas pyramidale, et cette organisation transverse va permettre de développer des synergies très très fortes sur des gens qui soit se parlaient pas. Hein. Très très rarement, on avait vu un fournisseur parler avec un utilisateur de voiture. Par contre, un fournisseur qui parle avec un acheteur, oui. Puis il y avait d'autres niveaux, c'est que les concepteurs de ce véhicule-là sont remontés très 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 en amont en marketing pour aller chercher ce qui était de mieux pour l'utilisateur de la voiture. Donc, et ils emmenaient avec eux les personnes qui devaient concevoir la pièce, qui peut-être qu'elle est là, et pas l'acheter, mais pas sur le terme en termes d'achat, mais économiquement la rendre conforme à ce qu'ils avaient besoin. Il y a un autre niveau aussi qui a été bousculé, c'est, ça vous le connaissez, ce sont les médias. Les médias, déjà, bon là j'ai mis qu'un exemple, mais
les médias ont tous été bousculés à un certain moment par les blogs, voire même par les journaux gratuits, mais tout ça a bousculé aussi l'interne des médias. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est de Radio France là, ici, ça a bousculé aussi les acheteurs de Radio France, puisqu'on est dans des niveaux qui sont totalement différents. Internet a donné aux médias une force très très importante et a permis à certains autres médias de perdre l'aura qu'ils avaient. Et en perdant cette aura, ils perdaient aussi des parts de marché, des parts d'achat, et ainsi de suite. Donc un certain nombre de médias se sont mis à voir en disant, mais nous finalement, notre avenir c'est peut-être le blog. Et si c'est le blog, notre avenir, eh ben, il faudra que l'on passe par un autre modèle économique, un autre modèle de vie. Nous, on est complètement touchés, mes collègues sont bien conscients, dans l'éducation, par des créations d'écoles comme l'école 42. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'école 42, mais c'est totalement gratuit, enfin bref. Et des diplômes, et ainsi de suite. Mais l'école 42 a mis en place des systèmes qui permettent d'avoir une éducation, qui permettent d'avoir une éducation pour des gens qui sont de tous les niveaux, sans remettre en cause leur propre éducation à eux. Mais nous, il faut qu'on se remette en cause, complètement, dans l'éducation. Complètement, aujourd'hui. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les achats? Ben si, ça a à voir. Parce que moi, j'enseigne les achats. Mais demain matin, est-ce que je dois enseigner encore les achats? Ou est-ce que je dois enseigner autre chose? C'est là mon éducation. C'est là où je dois changer. C'est là où je dois me remettre en ordre. Est-ce que dans 5 ou 10 ans, j'aurai encore la capacité de dire les achats, je dois les enseigner? Je parle en termes d'éducation. Donc c'est là aussi où il faut qu'on se pose la problématique. Et notre recherche avec la chaire digitale native est dans ce sens-là qu'elle va aller. Qu'elle va nous permettre d'aller chercher ces nouvelles formes d'éducation, voire vers ces nouveaux métiers où on doit aller aujourd'hui capter toute cette population d'éducation. Et puis vous connaissez bien ce qui a révolutionné un peu tout ce qui est l'hôtellerie, ainsi de suite, c'est Booking. Booking et Airbnb aussi, eux aussi ont changé. Et eux aussi ont changé le métier de l'acheteur. Chez Booking, on a créé une fonction achat. Ça n'existait pas dans d'autres sites. Verychic, c'est pareil. On a créé des fonctions achats. Ils sont partis sur des fonctions qui sont différentes de celles de la fonction que vous connaissez dans vos entreprises, mais ils ont créé des fonctions achats. Et eux disent, nous, notre avenir, c'est acheter. Parce que ce que l'on vend, c'est simplement de l'achat. Donc, ils ont changé aussi. Donc, on est à l'inverse de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les acheteurs, eh ben, ils en ont fait un certain nombre de fonctions. Alors, par contre, si vous allez sur Booking ou Airbnb, la fonction achat, c'est pas celle que vous connaissez aujourd'hui. C'est une autre approche totalement différente, où cette fonction achat va aller auprès d'un certain nombre de sites internet, voire d'hôtellerie, et puis bloquer des contrats qui sont plus ou moins justes ou pas justes, mais pour l'instant la justice dit qu'ils ne sont pas justes, mais n'empêche que ça permet qu'un Booking dit à un hôtelier, ok, moi je veux bien vous vendre des chambres, sauf que vous n'avez pas le droit de vendre des chambres ou moins cher que ce que moi je mets sur le site. Donc c'est une autre approche aussi, qui fait penser plutôt à l'approche du cost killer, mais il n'empêche que c'est comme ça que la vente. Donc vous voyez qu'il y a ces nouveaux entrants dans le métier de l'acheteur qui bousculent un peu tout le monde et qui nous posent quand même pas mal de questions. Alors, ces nouvelles façons de faire, on s'aperçoit que finalement, toute l'entreprise est touchée. Quel que soit son niveau, toute l'entreprise est touchée. Et puis, on se pose la question quand même, est-ce que c'est aujourd'hui des contraintes que l'on a, ou est-ce que c'est une opportunité qu'on peut avoir? Alors c'est vrai que quand on regarde ça, la première approche est plutôt une contrainte,
Mais finalement, comme tout le monde doit avancer, et comme tout le monde doit faire, doit imaginer son positionnement dans 5 et 10 ans, est-ce que ça ne serait pas une opportunité? Et c'est là où on a travaillé sur l'open innovation. Alors, l'open innovation, c'est dire quoi? Alors, j'ai quand même marqué le mot achat, mais dans beaucoup d'entreprises, le mot achat a disparu, pour intégrer d'autres mots que l'on verra tout à l'heure. Il y a déjà quelque chose qui a été développé, et bon, dans des sociétés qui sont hyper techniques, on le voit, mais c'est le marketing de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, un certain nombre d'anciens acheteurs changent de métier et accompagnent les marketeurs directement vers le client pour savoir exactement ce qu'il en veut, et ce marketeur achat, enfin, est le seul qui va permettre de dire, eh ben oui, nous on est capable de faire ou pas faire, ou alors il faut faire avec quelqu'un d'autre. Et dans ce plateau-là, on pourra plutôt parler d'achat d'anticipation. C'est-à-dire qu'on va aller chercher des éléments qui vont nous différencier de nos principaux concurrents. Et si possible, on va les mettre dans des tiroirs, et lorsqu'on aura des projets, eh ben, on sortira de ce projet, on sortira des tiroirs ce projet qui viendra. Donc ça se fait de plus en plus. Ça se fait beaucoup dans l'automobile, ça se fait aussi pas mal dans un salon qui est actuellement tout près d'ici. Et ces gens-là travaillent avec de l'anticipation, de l'innovation, voire même de l'anticipation de toute la création qui ne serait pas aujourd'hui possible, mais que l'on fera demain. Un avion électrique, ok, c'est chouette, mais aujourd'hui, on va le faire. On va le faire. Et demain, ça sera peut-être l'avion de demain. Donc, un certain nombre d'entreprises françaises de haut niveau sont positionnées là-dessus et disent c'est notre vecteur à 5 à 10 ans et on ne doit pas être à côté de ça. Sinon, autre point qui fait que les achats se décentralisent, j'ai marqué, c'est les plateaux projets. Alors ces plateaux projets, aujourd'hui, c'est vrai que c'est connu. On fait des plateaux projets. Sauf que dans certaines grandes entreprises, dont on a étudié le cas, et d'ailleurs, c'est pas forcément que des grandes entreprises, ont une formule de plateau projet qui est totalement dédiée à un projet, mais qui est dédié, qui se détruit complètement après cette formule et qui se repositionne sur d'autres projets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation achat structurée. C'est une organisation flottante, avec des experts d'un côté et des experts de l'autre sur des matériaux ou sur du montage, et qui sont associés à chaque projet pendant la durée du projet. Et lorsque ce projet est terminé, eh ben, ils quittent ce projet-là pour aller dans un autre projet. Alors, dans une société américaine, aujourd'hui, ces acheteurs, enfin, ils ne les appellent pas acheteurs, ils les appellent concepteurs de progrès. Ces acheteurs-là, eh ben, eux, par projet, vont se promener de filiale en filiale, d'unité en unité, voire même de pays en pays, pour aller travailler et pour aller donner leur compétence. Donc, leur grand niveau, c'est dire, j'ai une compétence, j'ai une expertise, et je la mets au service du projet qui est là. Je dois concevoir la nouvelle bouteille de demain matin, et bien on se met autour de ça, je mets des experts là, et puis je conçois cette nouvelle bouteille. Lorsque cette nouvelle bouteille est faite, et ben je vais dans un autre projet où on va faire la nouvelle chaise de demain. Et ce sont des experts. Donc on vient plutôt chercher des experts qui ont une expertise métier, voire même une expertise que l'on appelle en France réseau, mais aux États-Unis, qui ont des expertises réseau, c'est-à-dire qu'en permanence, ils travaillent avec l'évolution et l'innovation, voire même la conception, avec des fournisseurs avec qui ils travaillent constamment. Et là, le but de tout ça, c'est d'avoir une relation pratiquement permanente avec un certain nombre de fournisseurs et d'intégrer au fur et à mesure, constamment, ces fournisseurs dans les projets pour pouvoir apporter. Donc ça s'appelle des défis. Alors ils décentralisent et ils appellent ça de l'hyper-intelligence. C'est-à-dire qu'ils vont prendre
c'est des gens qui ont une capacité importante à innover dans un monde qu'ils connaissent bien, dans des technologies qu'ils connaissent bien, dans un réseau qu'ils connaissent bien, et ceux-ci, ils vont l'apporter au projet. Une fois qu'ils l'auront apporté à un projet, que ce soit en France, en Chine, au Japon ou n'importe où, eh ben, ils se définiront vers un autre projet, vers un autre. Dans ce cadre-là, dans l'hyperintelligence, il y a un autre phénomène qui intervient aussi, c'est que on a étudié sur deux cas bien précis, le prix, la fonction, le coût, je dirais le coût est en principe le coût complet, mais enfin ça c'est seulement vrai, n'est pas la priorité dans le cadre de leur job. La priorité, c'est il faut réussir, il faut qu'on se démarque, ainsi de suite. Vous prenez les tablettes d'Apple, ça a été fait comme ça. Les tablettes d'Apple, ça a été fait dans un cadre de priorité, et on s'en fout, puisqu'on est les premiers, on va vendre la tablette 600 à 800 euros d'abord, et on va faire notre bénéfice sur les 2 premières années. Après, on s'en fout, on va sortir autre chose. Donc c'est un peu un business model différent, avec des gains qui se font différemment. Donc le coût n'a pas pris le pas encore sur le business. Après, il y a des organisations qui font qu'on est très en amont dans le processus. C'est-à-dire qu'on va prendre le processus achat que vous connaissez tous, puisque vous êtes tous dans la fonction achat, je vois. Et dans ce processus achat, on va prendre la première partie très en amont, ça ce sera de l'achat, et le reste ça devient que de l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on ne va même pas négocier le prix. On va développer un prix, et puis c'est ce que l'on appelle dans beaucoup d'entreprises d'aujourd'hui les approvisionnements responsables, c'est-à-dire le pouvoir industriel qui prend le relais et qui va négocier le prix, qui va gérer les contrats, et c'est le pouvoir industriel qui le fera. Le pouvoir de développement ne sera fait que par des experts, qui sera le monde donc très en amont du processus achat. Donc les acheteurs ne travaillent que sur toute petite partie très en amont, mais ils remontent encore plus puisqu'ils accompagnent, comme je vous disais, les marketeurs sur les besoins de l'anticipation des produits. Autre point, la collaboration, vous connaissez, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, et dans le développement de la collaboration avec les fournisseurs, il y a toujours la partie qui s'appelle le co-dev, qui s'appelle... Mais surtout, ce qui a aujourd'hui été mis en place dans les nouvelles directions des achats, c'est le développement de l'invention. Attention, je fais bien la différence entre l'innovation et l'invention. Je différais, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'innovation, mais on parle très peu d'invention. Donc aujourd'hui, dans les grandes sociétés, ce qu'on va développer énormément, pour être différenciant, c'est de l'invention. Alors ça, pour une raison bien particulière, c'est que, je vais peut-être choquer la salle, mais aujourd'hui, la production, elle est partie de France. La production est partie de France. Aujourd'hui, la production, lorsque vous voulez faire de la vraie production à des coûts compétitifs, vous sortez de la France. Vous allez dans des pays qui sont ce que l'on appelle des pays à bas coût, et vous allez travailler chez eux. Donc, la seule différenciation que l'on pourra faire, c'est apporter dans nos pays européens de recherche, on pourra apporter de l'invention. L'invention, c'est-à-dire créer soit le besoin, soit créer ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. Et après, lorsque vous allez l'industrialiser, ce truc, ça devient de l'innovation qui vous permet de la vendre à d'autres. Donc l'invention, vous allez créer, et ça, les acheteurs y participent beaucoup, et puis l'innovation, vous allez la vendre. Et beaucoup de sociétés aujourd'hui sont en train de préparer ce qu'on appelle le passage à un autre métier, qui est de vendre des technologies d'invention. Ça, vous allez le trouver bientôt dans l'automobile, de plus en plus. Dans l'automobile, vous allez trouver de plus en plus des grands constructeurs
qui sont français, américains, et qui vont vendre de l'invention. Comme au lieu de vendre des voitures, ils vont vendre de l'invention. Et cette invention, ils vont la vendre à qui? Ben, ils vont la vendre à des producteurs, à des gens qui font les marchés de demain, qui sont les pays qui aujourd'hui sont des pays à bas coût, et qui deviendront des pays qui seront des pays industrialisés comme tout autre pays. Voilà. Et puis aussi, il y a quelque chose que l'on voit arriver, qu'on a capté hein, quand même. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas capté, mais c'est le pouvoir des fournisseurs. Sauf qu'aujourd'hui, il devient de plus en plus important, le pouvoir des fournisseurs. Tout simplement parce que l'innovation, voire l'invention, elle est chez nous, mais elle est surtout chez les fournisseurs. C'est eux qui détiennent ce que l'on appelle, nous, l'innovation. Et cette innovation, nous, on va aller les chercher. On va les dire, viens travailler avec eux. Sauf qu'eux, ils deviennent maintenant avec des pouvoirs différents. De plus en plus de grandes entreprises, PME, ainsi de suite, ont un pouvoir vis-à-vis de leurs clients sur l'innovation qui est très important. Il y a des travaux qui se font actuellement avec 2 ou 3 PME et avec la chaire Orange où on a capté 4 ou 5 innovations qui sont détenues par des PME et qui sont en train de les monnayer avec des grandes entreprises. Je vous donne l'exemple de Schneider Electric qui aujourd'hui négocie avec une énorme PME sur une invention qu'ils ont déposée et qui peut mettre en péril un certain nombre de produits de Schneider Electric. Non pas sur le fait qu'ils auront à changer leurs produits, mais sur le fait que cette innovation, si Schneider ne l'acquiert pas, il peut passer à côté d'une part de marché importante de ces produits. Et en plus, c'est même pas une société française. Et en plus, elle n'est même pas en Europe. Vous voyez qu'aujourd'hui, donc, on a attention à faire ça. Et tout ceci donne des nouvelles ouvertures au monde des acheteurs qui doivent détecter ça, qui doivent suivre, qui doivent voir ces fournisseurs qui ont aujourd'hui la capacité à développer cette innovation qui est prépondérante. Donc on a aujourd'hui ce que l'on appelle le pouvoir des fournisseurs qui se fait avant, au moment où on capte cette innovation et où ils la développent, surtout pendant, au moment où on va travailler avec eux, et puis après. Parce qu'après, certainement qu'on aura aussi à développer avec eux d'autres systèmes de collaboration qui sera totalement différent. Alors aujourd'hui, il y a 2 solutions. Soit la grande entreprise prend le pas et rachète la petite PME qui a cette innovation. C'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Sauf que de moins en moins, ces startups qu'on appelle, acceptent de rentrer dans ce jeu-là. Avant, quand j'avais un problème sur les données, enfin sur tout ce qui était informatique et tout, j'allais voir Capgemini, puis je disais, alors j'ai mis Capgemini comme ça, je devrais voir plein d'autres. Capgemini, j'ai dit, voilà, j'ai des gros problèmes, et voilà. Monsieur Capgemini venait, et ils essayaient de répondre à ce que j'avais besoin, et puis ils me faisaient une belle facture. Or, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, de plus en plus de startups ont des avantages parce qu'on est sur un mode différent, sur une éducation différente, sur de l'intelligence différente, qui fait que ces startups sont supérieures en intelligence que Capgemini, pour moi. Et donc, du coup, ces startups peuvent me répondre à mon besoin personnel, alors que Capgemini, ouais. Donc aujourd'hui, les startups sont de plus en plus, et on les voit, les startups qui se développent, qui sont associés à des grands projets de développement, et je vous en cite que 2. Microsoft aujourd'hui développe un nouveau concept, et il a pris comme associé 2 startups américaines qui vont l'aider à développer ces grands projets.
Donc, comme associés, c'est-à-dire que les startups ont refusé d'être rachetées par Microsoft. Ils sont intégrés dans le modèle économique. Donc, les acheteurs de Microsoft ont été obligés de négocier aussi avec ces gens-là un certain niveau de, ils appellent ça en américain, ils appellent ça la pénétration, dans le niveau du modèle économique et du modèle du pouvoir à l'intérieur de Microsoft. Il y a les niveaux aussi écosystème en achat qui est de la recherche de la différence. Aujourd'hui, vous êtes dans un service achat et vous allez travailler sur la différenciation vis-à-vis de votre acheteur, de vos achats avec des fournisseurs, etc. Beaucoup aujourd'hui font la différenciation vis-à-vis de son principal concurrent. Aujourd'hui, quel est le meilleur acheteur à votre avis? C'est celui qui achète le moins cher ou celui qui achète mieux que son concurrent direct? Une finalité d'acheter moins cher, c'est pas la finalité. La finalité, c'est d'acheter moins cher que son concurrent direct. Comme ça, je pourrais vendre mieux. Donc, la course au prix le plus bas, aujourd'hui, est un peu revenue sur je dois savoir ce que font mes principaux concurrents à l'achat, et je dois surtout savoir pourquoi moi je serais meilleur que lui et avec qui. Donc on fait ce que l'on appelle l'écosystème en achat, l'achat de la différenciation. Mais la différenciation vis-à-vis de mon principal concurrent. Et ça, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises recherchent la différenciation. Comment achètent mes principaux concurrents? Autre point particulier, c'est que j'ai à l'intérieur de ma société, j'ai pas la connaissance parfaite de tout. J'ai pas aujourd'hui tout ce que je fais. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, ou si j'ai toute intelligence pour faire. Donc aujourd'hui, de plus en plus d'achats se tournent, et les acheteurs le font plus, sur l'achat d'intelligence. Où est-ce que je vais trouver la personne qui va me donner l'intelligence qui va me permettre d'être différent de mon concurrent? Comment je vais négocier cette intelligence avec lui? D'abord, comment je vais le trouver et comment je vais le négocier? D'où la course à l'intelligence dans les grandes facultés, dans les grandes universités américaines, chinoises, ainsi de suite, où on va chercher ces cerveaux qui ont cette intelligence et qu'on va acheter pour venir nous aider à développer la nôtre. Et développer la nôtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire être différent de ce qu'on faisait avant. Mais comment on les achète, ces gens-là? On ne sait pas. On ne sait pas trouver encore la bonne formule de dire je vais aller chercher un super ingénieur qui sort d'une grande école, qui a eu une idée géniale, ou qui a fait une thèse géniale, et qui va me donner la différenciation sur notre produit. Donc ce sont des achats qui sont nouveaux, de nouveaux concepts d'achat. Et ce nouveau concept d'achat aujourd'hui, il passe par une remise en cause complète de notre relation aujourd'hui entre acheteurs et personnes qui détiennent de l'intelligence. Est-ce qu'on doit uniquement travailler sur une question monétaire ou est-ce qu'on doit travailler aussi sur une question de process, de niveau de travail, ou sur une question aussi de dire est-ce que je peux dire à ce jeune homme ben, viens chez moi, tu auras ça, 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 et tu pourras t'éclater chez moi. C'est ça le nouveau concept. Et puis alors quelque chose que l'on connaît bien, que vous devrez bien connaître et sur lequel on travaille avec un certain nombre de nos collègues, c'est la maîtrise de la donnée. Aujourd'hui, tout ce que vous faites, tout ce que vous achetez, c'est une donnée quelque part. C'est une donnée quelque part. Et cette donnée, malheureusement, il faut la maîtriser. Et la maîtriser fort. Parce qu'on utilise cette donnée pour engager la société. Et cette donnée, aujourd'hui, eh ben, il faut la maîtriser. Or, on s'aperçoit que de plus en plus on a de systèmes qui réduisent, si vous aimez, la tâche, et qui automatisent et qui mettent cette donnée en valeur, et de plus en plus,
on a des erreurs monstrueuses qui font que cette donnée, on ne la maîtrise pas correctement. Donc la maîtrise de la donnée est très importante. Et nous sommes, nous, acheteurs, au cœur de cette maîtrise de la donnée. D'où certaines grandes sociétés, aujourd'hui, mettent en place des services complets avec des acheteurs, avec des personnes, des systèmes informatiques, etc., simplement pour mettre en place la gestion du risque de la donnée. La gestion du risque de la donnée. C'est-à-dire, est-ce que tout mon système est bon? Est-ce que mes données sont bonnes pour que je puisse aujourd'hui faire confiance à ce qui sort d'Abekane? En gros, c'est ça. Et si j'en suis pas sûr, pourquoi j'en suis pas sûr? Donc la maîtrise de la donnée pour les achats sont très 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 importants. Et aujourd'hui, de plus en plus, on va travailler là-dessus. On doit aussi penser à libérer l'entreprise. Alors, je ne vais pas vous faire un discours politique à la Macron sur tout ce qui pourrait être fait pour libérer l'entreprise, mais je vais plutôt vous parler de ce qui peut se passer à l'intérieur. Il faut pouvoir, ce que l'on appelle, avoir des conseils d'entreprise libérées, des organisations d'achat libre. Aujourd'hui, vous avez tous, je crois, ou du moins pour certains, des objectifs en termes d'achat. Tous. À moins que vous soyez une population extrêmement privilégiée et que vous n'ayez pas d'objectifs. Or, ces objectifs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'aujourd'hui, ça ne libère pas le concept et la fonction achat. Ça ne la libère pas. Au contraire, ça la met dans des contraintes qui sont des contraintes extrêmement difficiles. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas des objectifs. Mon discours, il n'est pas là. C'est de la manière dont on traite les objectifs, de la manière dont on les traite. La première chose que l'on peut dire, c'est que depuis que l'on travaille, et IRIMA a été l'un des précurseurs, il y a quelques années de ça, sur le collaboratif, c'est-à-dire travailler avec son principal fournisseur, travailler en interne avec ses principaux clients sur le collaboratif, travailler ensemble, les objectifs sont atteints de meilleure manière que lorsque l'on souhaite travailler uniquement sur des objectifs qui sont des objectifs de métier. Donc, collaborons, unissons-nous pour faire ce que l'on appelle le vrai objectif. Autre point aussi, c'est on parlait de données tout à l'heure, mais il y a des générations de données qui font que l'on va pouvoir travailler et libérer. Cette génération de données, c'est tout ce qui va vous permettre de libérer un certain nombre de tâches. Et donner aussi tout ce qui va vous faire que vous allez pouvoir réussir à gérer ou pas gérer des problèmes et des risques avec les données. Vous avez aussi l'essentiel de l'intelligence collaborative partagée. Alors là, je rentre dans un grand débat, mais qui a lieu d'être. Ce débat, c'est dire pourquoi moi et mon principal concurrent, on ne s'associe pas pour acheter la même chose au même prix. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. La seule raison, c'est que c'est mon concurrent. Et alors? Y a-t-il une raison particulière à ce que je ne m'associe pas avec mon concurrent? Pourquoi on n'irait pas, nous, s'associer entre nous pour faire de l'intelligence collaborative avec un fournisseur qui, par exemple, monopolistique? Pourquoi? Ça s'est déjà fait dans le passé. Ça a même été puni par la loi. Mais pourquoi on ne le ferait pas? Un trust. Pourquoi je n'irais pas, moi, m'associer avec quelqu'un qui achète la même chose que moi? Ça aussi, il faut y penser. Et c'est ce qui se fera. Ça ne peut pas durer. L'inflation sur le fait qu'on est concurrent et que l'on ne doit pas se regarder dans la figure, ou alors on s'associe pour piper les prix,
Mais ça ne doit plus fonctionner. On ne pourra plus fonctionner. Aujourd'hui, on doit travailler dans une intelligence collaborative. Quelle que soit l'intelligence que l'on y mettra, quel que soit le niveau qu'on y mettra, quelle que soit la distance qu'on va y mettre. Il faudra le faire. Ou alors, eh ben, on va se perdre. On va se perdre. On va recommencer. Autre point particulier, l'agilité. L'agilité, c'est, je ne sais pas si vous avez vu le concept encore de l'agilité, mais en résumé, c'est de mettre des organisations qui ne sont pas des organisations rigides, mais qui sont des organisations flexibles, avec des organisations qui permettent de descendre et monter de l'information, ou de la mettre, comme on l'a vu ici, on verra. Donc des organisations qui permettent d'avoir des rapports immédiats. Ne pas avoir un rapport qui est extrêmement hiérarchique et qui, aujourd'hui, freine énormément nos organisations et surtout notre manière de réagir. Aujourd'hui, on est freiné par ça. Et moi, on me disait, j'ai un prof qui me disait, mais il était intelligent, c'est la différence. Il me disait, moi, ma grand-mère, elle mettait les pots de confiture sur une armoire, pour pas que je lui pique. Il dit, j'avais deux solutions pour lui piquer. Soit je prenais de la hauteur, personnellement, donc je grandissais, et j'allais chercher. Soit je mettais des tabourets dessous, pour arriver plus vite. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je veux prendre de la hauteur dans une organisation comme celle-ci, je mets des tabourets. Je ne prends pas de la hauteur. Là, je vais prendre de la hauteur, personnellement. Ici, je vais prendre de la hauteur. Mais ici, je suis obligé de mettre des tabourets pour arriver là-haut, pour aller chercher la confiture. Donc, aujourd'hui, on est obligé de travailler ensemble, que les acheteurs travaillent avec les autres services, que les acheteurs deviennent des personnages clés, des rouages clés, comme on va accueillir tous ces engrenages comme ça, quels que soient les services, travaillent ensemble. Et puis lorsque l'on a réussi, il n'y a pas une victoire pour l'un ou pour l'autre. Il y a simplement un grand projet que l'on a réussi ensemble, et puis on va travailler avec eux. Donc on est dans de l'agilité. On se doit d'être dans l'agilité. Alors là, je sais pas. Moi, j'ai une idée. Mais je sais pas. Est-ce qu'on parlera encore d'acheteurs demain? Est-ce qu'on dira que vous êtes les précurseurs de l'approche de l'innovation plutôt? Est-ce que vous serez plutôt les détenteurs de la connaissance qui n'est pas à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que vous serez des collaborateurs, vous serez les gestionnaires de la collaboration efficace? Est-ce que vous serez les créateurs de nouveaux concepts? Ça, c'est vous qui le ferez. Parce que l'acheteur de demain ne sera pas l'acheteur d'aujourd'hui, je vous dis. Et l'acheteur de demain aura certainement plus de pouvoir que ce qu'il a aujourd'hui, sauf qu'il devra changer, complètement changer. Et aujourd'hui, vous savez que la fonction achat, c'est très très peu de personnes, en gros, dans une entreprise. Ben, demain, il y en aura encore moins. Seulement, ce seront ce que l'on appelle des experts. Des experts qui auront un métier de base qui sera un métier incontournable. Incontournable. On a travaillé, il y a 2 mois, sur l'audit d'une société japonaise, qui est en train de complètement changer l'organisation interne, enfin, morceau par morceau. Son organisation achat est une organisation tout à fait traditionnelle, hiérarchique, et elle a commencé par dire bah, tous les acheteurs ne sont plus des acheteurs.
seront des gestionnaires d'innovation. Et les achats, alors qui figurent, ce sont les approvisionnements qui font les achats. C'est-à-dire qu'on a donné des pouvoirs, une grande partie de pouvoir, enfin pas du pouvoir, parce qu'on n'a pas de pouvoir, on a une fonction. Une grande partie de cette fonction que l'on avait au niveau des achats, c'est-à-dire gérer, négocier les prix, gérer les contrats, ainsi de suite, on les a donnés à une fonction que l'on a fait remonter, on a fait monter dans le club, qui s'appelle la fonction approvisionnement, et eux ont appelé ça direction industrielle, les approvisionnements. Et ce métier que l'on faisait, nous, avant, eh ben, ils l'ont donné aux approvisionnements, qui eux sont au cœur de la problématique des entreprises. Et le seul qui est en amont, c'est dire, allez nous chercher l'innovation, allez nous chercher la créativité, pour que nous, on puisse être meilleurs que les autres. Et ça, ils appellent ça, eux, la fonction achat, maintenant. Ils n'ont pas mis longtemps pour faire. Ils ont mis 4 mois pour changer la structure. Par contre, il y en a, mais ils l'ont fait à la japonaise. Il y en a qui étaient acheteurs, qui sont devenus approvisionneurs. Voilà. Donc, le basculement aujourd'hui, dans ce transfert de métier, voilà. Moi, j'avais qu'une seule chose à vous dire, c'est que dans ce métier que l'on fait, d'abord c'est un très beau métier et je ne regrette pas de le faire depuis de nombreuses années. Sauf qu'il y a, j'ai vécu des mouvements dans ce métier. Mais le mouvement qui arrive, il est extraordinairement important. Tout simplement parce que, on n'a pas parlé des nouvelles générations, mais vous savez que cette fameuse génération Y, que vous représentez pratiquement tous dans la salle, est en train de prendre le pouvoir. Est en train de prendre le pouvoir. Puisqu'à votre âge, de la génération Y, vous arrivez aujourd'hui à prendre les responsabilités qui sont les vôtres. Donc de prendre le pouvoir, c'est-à-dire que vous allez vous affirmer avec vos méthodes à vous, vos concepts à vous. Et ces concepts ne sont pas les mêmes que ce que l'on a vécu et ce que l'on vit aujourd'hui. Ils sont différents. Alors, bien sûr qu'il y a la transition. Bien sûr qu'il y a encore les vieux croulants qui freinent derrière. Mais on ne pourra pas résister longtemps. Là, parce que le monde est ce qu'il est, on est de plus en plus vieux. Et on ne restera pas là tout le temps. Mais vous allez prendre le pouvoir. Alors si vous prenez le pouvoir, prenez-le bien. Et changez. Changez beaucoup. Ne restez pas comme vous êtes immobile, dans des fonctions qui sont déjà structurées, qui sont aujourd'hui prêtes, mais qui ne changent pas parce qu'on n'a pas envie, on ne sait pas, j'attends, ainsi de suite. N'attendez pas. N'attendez pas. Et si vous avez ce que je pense de la haute intelligence, mettez-la en valeur. Merci beaucoup.